Je rentre ici comme si j'étais le patron ici. Avec tous les équipements ici, je comprends bien pourquoi c'est une boîte de licorne ici. Et aujourd'hui, c'est toi le patron. Exactement. C'est toi qui poses les questions. Yes. Je suis un nouveau client, je veux que j'ai un petit CRM qui fonctionne, une facturation, des devis. Donc la croissance de l'année passée, c'était 74%. Tu peux imaginer 74%, on est 2200, tu rajoutes 74%, on termine quasiment à 3008. On est bon au niveau budget, mais pour l'instant, on est à 75 000 pour d'une quarantaine d'événements. On est bon au niveau budget, quoi. Je vais plonger plus loin dans qu'est-ce que fait Odoo. Pour l'instant, est-ce que tu peux me dire que veut dire le nom Odoo? Et en fait, c'est ça, le métier d'Odoo, c'est on amène pour les gens des outils qui leur permettent de faire plus en moins de temps, pour que les gens soient plus productifs au travail. Tu connais tout le monde ici? Je connais pas tout le monde, non. Tu connais au moins une personne? 2000 personnes, je peux pas connaître tout le monde. Je voudrais juste revenir un peu sur ton parcours entrepreneurial. Par quoi tu as démarré pour que le spectateur, l'abonné regarde et comprenne un peu qui tu es, d'où tu as démarré et comment ça se fait que tu es devenu entrepreneur, patron d'une boîte qui vaut 3 milliards de dollars? Oui, plus de 3 milliards, oui. Plus de 3 milliards de dollars ou d'euros? D'euros. D'euros. Ok. Donc, par quoi tu as démarré en fait? Juste pour inspirer les jeunes. Moi, je suis un développeur passionné depuis toujours. J'en fais un peu moins. J'ai fait mes premiers logiciels de gestion que j'ai vendus à 13 ans. J'ai développé avant 13 ans. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé, Fabien, va t'asseoir à l'ordi pour créer un logiciel? Non, mon papa est dans les antiquités. C'est tout à fait complètement rien à voir. À un moment donné, quelqu'un a dû te là, ils m'ont poussé dans le sens, ils m'ont acheté un Atari et puis j'avais un petit manuel avec l'Atari. Puis j'ai lu le manuel et puis j'ai appris le basique. Et après le basique, à ma grande communion, je crois, ils m'ont offert un ordinateur, donc j'ai un PC, donc j'ai pu apprendre l'assembleur, le Pascal, et puis j'ai commencé à développer des jeux. Tout seul, je dirais, il n'y avait pas de avec un livre, quoi. Avec un livre. Ouais. Ok, ça c'est un peu. Mais c'est quand t'es passionné, non, quand t'es passionné, t'as plein de gens passionnés qui apprennent par eux-mêmes, quoi. Exact. Mais c'est déjà un peu spécial, je veux dire, dans le sens où un jeune aujourd'hui, à 13 ans, il n'a pas envie de rester à la maison pour programmer quelque chose. Toi, tu étais un peu différent. Oui, peut-être. Peut-être. Dans le bon sens de ce terme. Hein. Oui. Ça va de soi. Et puis j'ai fait ça, j'ai développé plein de trucs. J'avais ma première société à 18 ans, une ASBL, c'était une fausse ASBL, mais c'était une ASBL. Donc tu as démarré à 13 ans et tu as vendu ton logiciel à 13 ans aussi? Oui. J'ai payé 7000 francs belges chez une raquette de tennis. Ce qui, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 175 €. Genre le logiciel, on vendrait 10 fois le prix aujourd'hui, quoi. D'accord, génial. C'est ce que je dis aussi, toujours la chaîne commencer tôt, et très tôt même. À 13 ans, on peut le faire. Et à mon avis, c'est quoi les impressions, les émotions que tu as eues quand tu as vendu ton logiciel à 7000 francs? La vente était facile, c'était un copain de mon père. Peu importe. Mais moi, c'était surtout la vente, c'était rien. C'était plutôt le fait de développer, quoi. J'ai Développer pendant des mois à faire ce logiciel de gestion qui était de la facturation, la relation client, etc. C'est ça. C'était marrant parce que je connaissais rien en taxes, par exemple. Donc, il m'avait dit, tu dois faire fois 21%. Enfin, j'ai fait fois 20%. Génial, mais au moment où tu as touché à 13 ans, tu as créé un produit et tu te fais rémunérer, tu n'as pas été excité par rapport à ça? Non, on s'en rend pas compte. Enfin, moi, j'ai toujours été le nez dans le guidon, quoi. J'ai développé. Et puis, je faisais pas que ça. Je faisais des jeux, je faisais des virus, des antivirus, je faisais plein de trucs, quoi. Ok, d'accord. Ok, si tu peux continuer ton histoire d'entrepreneur. Puis voilà, j'ai fait plein d'activités comme ça. Et puis, j'ai fait ma première SBL à 18 ans, quand on pouvait créer une boîte. À la sortie de tes études secondaires? Non, oui, c'est ça, en première année d'université, je crois. Et puis de là, j'ai fait plein de services pour les clients. J'ai développé des sites web, des e-commerce, des développements sur mesure. Non, là, je travaillais justement pour pendant tes études, tu as déjà démarré en fait ton activité entrepreneuriale. Puis là, j'ai rentré dans les salles de vente publiques et les galeries d'art. Je faisais la gestion des salles de vente publiques, des galeries d'art. D'abord, le site web avec tous leurs produits. Et puis la gestion, je vendais plus d'objets qu'eBay.be. Plus d'objets qu'eBay.be. Okay. En ligne, alors avec très mauvais business model, je crois que j'ai gagné quelques milliers d'euros. En tant qu'étudiant, c'était génial, mais maintenant, ça fait rigoler. Okay. Et puis, j'ai fait un magasin de vêtements, un magasin de produits dérivés Linux, donc des t-shirts, des peluches, des choses comme ça, avec des logos pingouins, machin comme ça. Et puis, ça a devenu très gros. Je suis même devenu grossiste pour d'autres magasins de vêtements comme ça, produits dérivés en Europe. Et puis, à un moment, j'ai tout arrêté, j'avais des activités partout, et j'ai dit, je ne fais plus que les logiciels de gestion. Attends, tu vendais des peluches, tu as dit? Oui. J'achetais des conteneurs de peluches en Chine et puis je les vendais en Europe, je les fabriquais sur mesure. Attends, tu es informaticien là-bas, c'est ce qui t'est passionné? Mais j'étais aussi passionné de gestion, je lisais aussi plein de livres de gestion. Hein. D'accord. Je lisais la méthode Toyota déjà à 18 ans. C'est ça. Ah oui, ok, c'est ça. Et puis j'ai commencé par faire ça, des logos de t-shirts imprimés, puis des peluches et puis des posters. Tout seul, je veux dire, il n'y avait pas de ton papa? J'avais ma copine de l'époque m'aidait à faire, parce qu'il fallait plier des centaines de t-shirts par jour. Et tu le faisais juste par curiosité du management? Oui, parce que non, alors là je faisais, alors c'est un peu horrible parce que... Tu étais positif à ce moment-là? Là je faisais donc, tous les bénéfices étaient reversés à des associations pour le logiciel libre. Donc, je le faisais sans but lucratif. Le problème c'est que quand je me suis arrêté, quand j'ai vraiment rentré dans la vie active, je me dis je fais plus de Odoo, je me suis retrouvé avec un énorme stock.
Cette histoire m'a coûté plein d'argent. Okay. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu les vendre. Parce que quand j'ai décidé d'arrêter, il me restait le stock et ça, c'est moi qui l'ai payé, quoi. Exactement. Donc le stock a déjà été acheté, mais il n'a pas été revendu et tu fais quoi? Ouais. Tu te retrouves avec le stock. Donc ça m'a coûté de l'argent, je voulais faire sans but lucratif, mais en fait ça m'a coûté beaucoup d'argent, quoi. Okay. Est-ce que ton papa a donné un coup de main dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu lui posais des questions, comment faire ceci, comment faire cela? Non, parce que... Même pas ça? Il n'est pas très bon en entrepreneuriat. mais par contre, il m'a appris un truc, c'est à bosser, quoi. Il bosse même plus que moi, quoi. Et donc il était entrepreneur, il a une salle de vente publique. Okay. Et donc, mais par contre, il bossait quand même. Moi, je ne voyais pas mon père, il bossait tout le temps, quoi, nuit et jour, quoi. Et toi, tu bosses combien d'heures par semaine aujourd'hui? Maintenant, ça va. Avant, c'était beaucoup, maintenant, ça va. Ça va, c'est quoi? C'est 40, 60? Oui, non, au moins 10 heures par jour. Donc, okay. Minimum 50, 60. Ouais. Ok, ça va. Même plus ou moins, ça va. Ça okay. va, ça donc, si je comprends bien, tu n'as jamais travaillé en tant qu'employé? Non. Ok. Ok, c'est bien. Tu n'as jamais été de l'autre côté, en fait? Non, j'ai fait une fois une interview juste pour voir. Ok. Et puis, ils ne m'ont pas engagé. Heureusement, t'imagines si t'avais engagé? Je sais pas si j'aurais dit oui ou pas. Je pense que j'étais vraiment curieux, donc je sais pas si c'est ce que j'aurais dit. Donc t'as jamais été de l'autre côté de Non, mais j'étais un peu foireux parce que la première fois à l'interview, j'ai oublié d'y aller. Ils m'ont rappelé, j'ai oublié d'y aller. Et la troisième fois, j'ai voulu y aller, mais je me suis perdu en voiture, donc je suis pas arrivé. Et la quatrième fois, je me suis présenté, donc je comprends qu'il m'ait pas engagé. D'accord, ça marche. Il était là, mais il vient jamais aux interviews. Qu'est-ce qui se passe? Ce serait bien d'aller voir c'est qui ce gars-là. Ouais. Vous avez raté un talent. Donc c'est pas parce que le gars vient pas aux interviews qu'il faut pas l'engager. On sait jamais, peut-être ça va être un futur Fabien Pinkers. C'est une question qui vient d'un ami en fait. Comment et par quoi commencer à construire un réseau de distribution indirect? Par quoi commencer les 3 étapes? La première chose, c'est que tout le monde pense que le réseau de distribution indirect, c'est une solution à vendre plus, etc. C'est pas le cas. Quel que soit le secteur. En tout cas, moi, ce que je crois, c'est qu'un réseau indirect est là pour répondre à un marché. C'est-à-dire ils vont créer une offre de service sur un marché, mais c'est pas eux qui vont construire le marché. Non. C'est pas eux qui vont marketer votre produit, c'est pas eux qui vont le vendre. Par contre, ils seront là pour se positionner et capturer une part de marché que vous devez créer vous-même. Donc si vous avez par exemple des difficultés à vendre en direct, ça n'est même pas la peine d'essayer de croire que les réseaux en indirect vont fonctionner. Il faut d'abord que ça marche nickel avant de travailler avec eux. Après, comment on fonctionnait? Nous, ça a été naturel puisque j'étais avec des communautés open source. On a toujours eu beaucoup d'activités en ligne. Et ces communautés open source, de là ont émergé quelques partenaires, des boîtes officielles. Et ça a commencé par le début de notre réseau indirect, c'était ça, quoi, en ligne. Quoi. Ok, mais ton conseil, c'est de commencer toujours avec le direct et ensuite le bouche à oreille qui va faire... En tout cas, l'indirect ne va pas faire booster vos ventes à fond. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on croit. Et ça ne marchera que si ça marche nickel déjà en direct, que vous avez un modèle qui est mature, que vous pouvez le donner. Et il ne faut pas croire que les gens vont... par exemple, chez nous, la valeur ajoutée de nos partenaires, on a quand même 4000 partenaires dans 150 pays, donc ça marche bien. Et la moitié de ces gens font plus de la moitié de leur chiffre d'affaires sur Odoo, donc ils sont dédiés à Odoo. Mais je sais qu'ils sont très utiles pour nous parce qu'ils offrent le service. Donc ils arrivent à avoir une offre de service qui est globale dans le monde entier, etc. Mais ce n'est pas eux qui créent Odoo. Il y a des partenaires simplement parce que j'ai créé une demande de marché. C'est nous qui créons la demande de marché. Comme on a créé une demande de marché parce qu'il y a plein de demandes clients, il a fallu créer une offre de service et là les partenaires sont positionnés. Et si vous n'avez pas la demande du marché à la base, les partenaires ne vont pas amener grand-chose. Génial. Quand tu lances un nouveau pays par exemple, un pays qui ne connaît absolument pas Odoo, n'importe quel, je sais pas, il ne reste pas grand-chose comme pays. Il n'y a pas grand-chose qui connaît Odoo, mais en tout cas il y a des pays où il y a toujours des leads Odoo. Il y a parfois pas beaucoup, mais il y en a toujours. Comment tu démarres un pays? Alors nous, on va déjà dans les pays qui sont actifs, où on a déjà de l'activité via soit notre canal open source, soit par les ventes, mais vendues d'ici. On démarre toujours avec un jeune belge, ou un jeune de nos autres filiales, mais en tout cas un jeune. On ne va jamais engager un manager local, de préférence quelqu'un du pays. Et en général, on envoie un gars tout seul, ou parfois à 2, et débrouillez-vous quoi. Et ça prend le temps qu'il faut, mais ça va assez vite. Là, les derniers qu'on a créés, Dubaï, après 2 ans, ils sont 200 employés. Donc eux, ils vont sur place et ensuite ils commencent à générer des leads. Alors les leads, on a déjà les leads chez Odoo, c'est ça qui est l'avantage, c'est quand ils vont sur place, on a déjà une activité dans le pays. Exactement. Ce sont des gens qui viennent de chez nous, on ne va pas engager des externes, donc ils connaissent nos méthodologies, ils sont alignés avec la culture d'entreprise. Par contre, souvent, ce sont des jeunes qui n'ont pas l'expérience. En tout cas, pas l'expérience en management de ce qui va leur attendre sur place. Mais c'est parce on s'attendait à autre chose. Normalement, on aurait dit qu'il faut envoyer des gens expérimentés sur place. Non, alors, quand je dis pas d'expérience pour créer une boîte de 100 personnes. Hein. Ils ont une expérience, c'est-à-dire souvent c'est un team leader qui gère une petite équipe de 5-10 personnes chez nous. Mais le truc, c'est que pour moi, quand on ouvre un pays, ce qui compte plus que tout, c'est la qualité du directeur. Plus que l'emplacement. Donc, les questions stratégiques de ce qu'on va ouvrir dans tel pays ou dans telle ville, etc., ne sont pas importantes. Ce qui compte, c'est trouver la bonne personne. Trouver la bonne personne, c'est hyper dur. Et la seule manière de faire, c'est de prendre le meilleur de vos équipes. Quoi. Pendant le Covid, je sais que vous n'avez pas chômé. Vous avez, je pense, recruté jusqu'à 1000 personnes en plus. Donc vous avez pris cette crise sanitaire à votre avantage, c'est top.
Comment tu as pu faire ça? Parce que le bureau était fermé à ce moment-là. Oui. Comment tu as tourné toutes ces situations sanitaires à ton avantage et recruté ces 1000 personnes en Je Belgique? pense qu'on a gagné 2 ans de développement en un. On a vraiment été, c'était une bonne décision. En fait, au début de la crise, tout le monde était en panique, nous y compris. Donc on s'est dit, mais comment on doit réagir par rapport à cette crise? Et moi, donc on a fait comme tout le monde, on a réduit nos coûts marketing, au début de lockdown il y a 2 ans, hein, on s'est mis en protection, mais on s'est dit, dans toute crise, il y a des opportunités. Et on a commencé à se dire, mais quelle est l'opportunité qu'on a, nous, dans cette crise-là? Et on s'est dit, en fait, ça va être l'occasion de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire ces dernières années, c'est-à-dire recruter des développeurs, recruter plus rapidement des sales. Et on s'est dit, on va se faire mal, on va prendre un risque. On a parié sur le fait qu'elle serait court terme, durant 18 mois. Et du coup, là où tout le monde a arrêté, nous, on a lancé une vague de recrutement. On a recruté 1000 personnes pendant le lockdown. Dans le monde? Dans le monde, 500 en Belgique, un peu plus de 500 en Belgique. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout de la crise, on arrive maintenant, toutes les entreprises galèrent à recruter, elles n'ont pas assez d'équipes, elles ont toutes perdu 1 an dans cette crise, quoi. Elles ont du mal à trouver des candidats de qualité. Nous, on a pris de l'avance, quoi. On a gagné 2 ans dans ce moment-là, quoi. Parce que c'était facile à recruter pendant la crise, parce qu'il n'y a pas d'autres offres d'emploi. Et par rapport au cash, parce que tu n'as pas pu beaucoup vendre pendant le Covid, par contre tu as dû recruter, ça c'est un gros coût en fait. Oui, donc on a pris un gros pari, on a réduit nos coûts marketing à presque 0 pour compenser. Et vous avez remplacé tout ça pour couvrir le salaire? Beaucoup plus que ça, on a aussi pris un pari sur le fait que la crise serait. Et alors on a quand même un gros avantage, 2 avantages. Un, c'est 83% de notre chiffre d'affaires est récurrent. C'est quand même confortable quand il y a une crise, c'est 83% est récurrent. 2, en cas de crise, les gens se tournent vers les logiciels les plus abordables. En cas de crise, on va vers tout ce qui est plus low cost, on ne sait plus payer des millions pour acheter des SAP et des machins. C'est passé avec vous ou pas? Et du coup, notre chiffre d'affaires n'a pas vraiment diminué, on a quand même grandi, donc 74% l'année passée, mais l'année d'avant c'était 55%, ce qui était pas mal pour une année difficile, quoi. Tout à fait. C'est un bureau fermé pour une fois, c'est pas un open space, pourquoi est-ce qu'on est ici? Les gars, comment vous appelez et qu'est-ce que vous faites comme rôle? Salut. Bonjour, Bastien. Enchanté. Bonjour, Sébastien. Enchanté les gars. Bastien et Sébastien, ok. Pourquoi est-ce que c'est un bureau fermé ici? Alors ici, on est dans un des 5 bureaux fermés qu'on a chez Odoo, c'est le bureau de Sébastien. On peut faire une interview, une présentation croisée. Sébastien est le directeur commercial d'Odoo. Et donc il s'occupe de tout ce qui est le développement business d'Odoo pour la Belgique et aussi pour les autres filiales. Du monde entier, Sébastien, c'est bien ça? Ok. Donc tu gères un chiffre d'affaires de combien? Au total, cette année, on compte terminer entre 250 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu as quel âge? J'ai 35 ans, j'ai presque eu un doute. 35 ans, génial. Parce que j'ai encore jamais vu un commercial qui gère un chiffre d'affaires de 250 millions de chiffre d'affaires qui avait 35 ans. C'est un peu inhabituel, mais c'est pas pour autant que c'est bon. Allez, au contraire, je pense que c'est bien. Après, on a une approche aussi qui est décentralisée, donc on fonctionne par bureau, on a des directeurs dans tous les différents bureaux et qui ont chacun la responsabilité également de leur zone, etc. Donc on a effectivement à tous les niveaux des gens qui sont assez jeunes, Bastien aussi, hein, je pense que tu as quel âge maintenant? 32 ans. 32 ans et il gère également une grosse équipe avec la totalité des partenaires, ça fait plus ou moins plus de 1000 partenaires pour la région Europe-Afrique, donc ça représente aussi des belles responsabilités. Génial. Et avant, donc ça fait chacun a travaillé combien d'années chez Odoo avant de devenir manager? Moi, ça fait aujourd'hui, ça fait 7 ans que je travaille chez Odoo. Et moi, ça fait 10 ans. D'accord. Si Fabien il part en vacances pendant 2 mois, tu pourras gérer la boîte? On a l'avantage d'être plusieurs, hein, donc on travaille jamais, c'est pas quelqu'un qui va... Fabien est toujours très important, on le contacte en permanence quoi qu'il arrive et il ne prend jamais de congé, donc ça c'est un gros avantage. Donc il est toujours présent, mais à côté de ça, il y a toujours des personnes qui peuvent répondre et on peut lisser les responsabilités également. Le chiffre d'affaires de 2022 sera de combien? On l'espère, 300 millions. 300 millions, ok. On est sur la bonne voie? Pour l'instant, on est sur la bonne voie. Okay. Et 2023, pardon? 2023, on espère que ça sera 450 à mon avis. Ok. Vous avez des parts dans la société ou pas? Oui. Et toi aussi, Bastien? Non. D'accord, ça marche. T'aimerais bien en avoir ou pas? Oui, pourquoi pas. Génial. En tout cas, je suis super content de voir des jeunes têtes, on va dire, d'accord, qui sont à la tête de cette boîte-là, avec Fabien y compris, et qui gèrent des chiffres d'affaires importants, même s'il y a des succursales un peu partout, c'est clair, mais si jamais il y a une question majeure, il s'adresse à toi. Et si je comprends bien, Bastien, toi tu rapportes à Sébastien. C'est ça. Parce que toi tu fais les directs et les indirects. Oui, tout à fait. Je peux raconter une anecdote sur un cas d'un client difficile? Je pense que ce qui est intéressant de dire chez nous, c'est qu'on fait les choses assez simples. Par exemple, on a un tarif qui est public, qui est connu pour tout le monde.
et on a un contrat qui est le même aussi pour tous nos clients. Et en fait, ça c'est souvent assez déroutant pour la plupart des clients. Et souvent, la plupart des clients ont un petit peu l'habitude de venir, quand ils voient le prix, avec les autres logiciels, de plutôt négocier les licences. Et ils ont l'habitude d'avoir des discounts assez importants. Et nous, on essaie de lutter contre ça. Et donc, il y a toujours, avec la plupart des clients, un petit peu d'explication sur pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de réduction. Mais après, une fois en fait, qu'on arrive à expliquer que notre business model est différent et qu'on a envie de faire les choses simples et transparentes, en fait, après un certain temps, la plupart des clients apprécient ça. Et au début, ils sont un petit peu surpris, mais une fois qu'on a pris le temps d'expliquer, je pense que c'est quelque chose qu'ils apprécient chez nous. Donc les négociations sont en général assez simples et assez efficaces. D'accord. On a toujours un choc culturel parce que c'est vrai dans le prix, mais c'est vrai dans les contrats également. Et généralement, quand on travaille avec des sociétés qui ont l'habitude peut-être de travailler plus dans un milieu corporate, etc., la gestion contractuelle est quelque chose qui prend énormément de temps. Et nous, on garde ça vraiment au plus simple appareil, je dirais, et on négocie très peu. Et donc, du coup, on doit passer beaucoup de temps à expliquer pourquoi on fait les choses de telle façon, plutôt que de passer du temps à négocier les clauses contractuelles. Donc, ça fait toujours des longues discussions et des âpres discussions. En résumé, ça clash avec le département légal. Et leurs managers disent « Bon les gars, arrêtez de faire chier, on prend leur contrat et puis c'est tout. » Le plus important, c'est de vendre. Combien de personnes rapportent à toi et à toi? En gros, aujourd'hui, on a 700 sales. C'est ça. Donc, Dans le monde. Et en Belgique, on en a près de 300, 250, 300. Qui sont ici. Et dans mon équipe, ils sont 38. Ok, ça, ce sont les ventes indirectes. C'est ça. Donc au DO, on a deux canaux de vente et de distribution. On fait de la vente directe et de la vente indirecte. Et donc mon équipe gère la vente indirecte, tout ce qui passe par nos partenaires. C'est pas tout l'indirect. Hein. Dans l'indirect, il y a ceux qui recrutent des partenaires, ceux qui gèrent des partenaires et la CST qui gère les clients des partenaires. D'accord. Lui, il est sur le deuxième, c'est ceux qui gèrent le partenaire. D'accord, ok. Et alors on a fait aussi un chouette truc il y a 2 ans. On a mis en place, au sein de l'équipe qui gère les partenaires, on a mis en place une nouvelle structure qui est la structure qui s'occupe des nouveaux partenaires. Donc Odoo, parce qu'on est open source, parce qu'on est assez visible, on recrute beaucoup de partenaires. Les coûts, les barrières d'entrée sont aussi assez faibles pour devenir partenaire. Mais ce qu'on réalisait, c'est qu'on avait encore du mal parfois à activer, à aider les nouveaux partenaires à développer leur activité. Et donc on a mis en place cette nouvelle équipe avec vraiment ce focus-là d'aider et d'accompagner les nouveaux partenaires dans leurs premiers pas. C'est un petit peu un incubateur. Et en fait, l'équipe les aide à faire une bonne démo, à connaître le produit, à aller chercher le premier client ensemble. Et donc on aide vraiment les partenaires à se développer. Bien, merci beaucoup d'avoir offert le lunch. On vient de rentrer du lunch, on va continuer l'interview. Ma question suivante était par rapport à la valorisation de Odoo. À combien est valorisé aujourd'hui Odoo? Odoo, c'est plus de 3 milliards. En même temps, ça compte pas, c'est juste un chiffre sur le papier. Exact. D'où vient ce calcul? C'est le prix qui a été défini entre les vendeurs et les acheteurs. Il y a eu une transaction d'actions. Il y a un acheteur qui a acheté quelques actions à un vendeur et le prix de l'action a défini la valorisation. D'accord. Est-ce qu'il y a des actions aujourd'hui à acheter? Non, il n'y a pas d'actions à acheter. Il y a très peu de gens qui ont des actions Odoo et je ne pense pas qu'ils vendent. Ok. Qu'est-ce que tu penses du principe de donner des actions justement aux managers, aux employés? Alors nous, on n'en donne plus parce que je pense que c'est une mauvaise manière de rémunérer les gens. Je préfère donner en cash. C'est mal perçu, c'est-à-dire qu'il y a 2 cas de figure. Soit la société ne va pas super bien marcher et vous les aurez arnaqués parce que vous leur avez donné des trucs, ils vont penser que ça vaut quelque chose et puis ça vaut rien. Ou l'autre cas de figure, c'est ce que nous on a eu chez Odoo. On leur a donné des actions, ils ont complètement sous-évolué, parfois même au point d'être frustrés parce que leur salaire n'était pas élevé. Et par contre, à la sortie, ils ont sorti des millions d'euros. Ça nous a coûté en même temps très cher pour une valeur qu'ils n'ont pas perçue sur le moment même. Donc, c'est quoi la leçon à tirer de ça? C'est que si jamais tu crois dans ta société que les actions vont valoir beaucoup d'argent, n'aie pas distribuer les actions parce que ce n'est pas une bonne opération. Moi, je trouve que j'aurais, en tout cas dans le passé, j'aurais mieux fait de mieux rémunérer les managers plutôt que de leur donner des actions. Et puis à la fin, la partie financière de la rémunération d'un manager, elle importe peu. Ce qui compte, c'est l'évolution, l'autonomie, la responsabilité. C'est là où on trouve sa motivation. Ok. C'est ça le challenge, les challenges qu'on donne aux managers, c'est ça qui importe le plus aux managers. Et c'est pas vraiment le salaire de tous les jours, c'est pas vraiment les actions, c'est bien ça? C'est important d'avoir un bon salaire, exact. Bien sûr, c'est nécessaire. Mais c'est pas ça qui va faire que les gens restent motivés. D'accord. Ok. Juste pour l'information, qu'est-ce que tu projettes comme valeur d'ici 5 à 10 ans d'Odoo? On ne travaille pas pour la valeur. Bien sûr. On ne travaille pas pour la valeur, donc c'est une question qui pour moi, voilà, on fera ce qu'on fera. Nous, ce qui nous drive, c'est de développer un bon produit, d'avoir des clients contents. Le reste, ce sont des side effects, quoi. Tant mieux si la société est bien valorisée, mais ce n'est pas un objectif. Tout à fait.
J'ai bien compris. On n'est pas à 10 milliards près de toute façon. Ouais. Beaucoup de startups aspirent à devenir une licorne aussi en fait. Quels sont les 3 conseils principaux que tu peux leur donner? En fait, moi, j'ai jamais cherché à devenir une licorne. C'est parce que j'ai bossé dur, qu'on a fait un très bon produit, etc., qu'on en est arrivé là. Mais ça peut pas être une source de motivation. La source de motivation, elle doit être intrinsèque. Aimer satisfaire les clients, développer un bon produit, c'est ça qui doit driver l'entrepreneur. C'est ça. Et le reste, le service, vous allez trouver la manière de faire. Le marketing, c'est pas très difficile à faire. Mais il faut que vous ayez des clients qui soient waouh. Parce que, en fait, le plus grand des marketing, c'est le bouche à oreille. Hein. Le consommateur, c'est le plus grand des marketing. Le taux de conversion d'un bouche-oreille est nettement supérieur à juste un... Et pour avoir du bouche à oreille, il faut que les gens soient vraiment contents, quoi. Exactement. Et ça, tu assures par le produit et par le suivi clientèle. Le produit et le service, quoi. Ouais. Exactement. OK. Donc, je suppose que dans le passé, il y a eu plusieurs étapes d'évolution de Odoo. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ces étapes-là? Et commençons par l'étape où tu n'avais aucun client jusqu'à ce que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Quand j'étais étudiant, j'étais seul. Puis quand j'étais étudiant, j'ai engagé 2-3 personnes. Donc j'ai dû passer de 0 à 1, 2, 3. Ça a pris 4 ans, quoi, pour passer de 0 à 2 ou 3 personnes. C'est une étape assez compliquée. Hein. C'est une étape super compliquée. Et en fait, 0 à 4, c'est aussi compliqué que de 4 à 20. C'est aussi compliqué que de 20 à 100 et de 100 à 1000. Donc pour toi, c'est ça les étapes, 0 à 5. Pour moi, passer de 100 à 1000, c'est tout aussi facile que de passer de 0 à 4, pour le dire autrement. Donc c'est vrai quand on voit parfois Odoo à 2200 personnes, on se dit « Waouh, ils ont… » Mais en réalité, on a peut-être 2 étapes de plus que celui qui a 50 ou 100 employés, quoi. Ok, donc c'est ça. Donc le message à tous ceux qui se trouvent à l'étape 2, 3 ou 4, ça veut dire avec 20 employés, c'est que les étapes suivantes ont la même difficulté. Mais oui, mais parfois, moi j'entends parfois, c'est dingue, des gens qui créent des startups et qui me disent « Ah, ça va pas, on n'est pas assez avancé, etc. etc. » Et je leur demande « Vous êtes combien? Vous êtes 10. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le business? 2 ans. 2 ans, j'étais 2, quoi. Donc ça prend du temps, quoi. Faire des choses de qualité, etc., ça prend du temps, quoi. Okay. Et chaque étape, elle est formatrice aussi. Tu as été formé. Bien et sûr, chaque fois... Au tout début, tes problèmes, ce sont des problèmes de toi-même, à apprendre le business, à devenir un bon manager, de comment tu leads les gens, etc., etc. Et puis après, tu arrives dans des problèmes de cash, et après les problèmes de cash, c'est des problèmes de croissance. C'est très différent, mais ce sont des problèmes à chaque étape. Ok. Donc je sais qu'Odoo est passé par des levées de fonds. Oui. Est-ce qu'on peut connaître les montants, avec qui et l'objectif de ça? Donc on a levé très peu d'argent. La première levée de fonds, c'était en 2010, donc j'avais déjà une centaine d'employés. Et c'était 3 millions d'euros, avec des actionnaires qui ne sont plus au board, mais notamment Sofinova. Et puis la deuxième levée de fonds était en 2014 pour 7,4 millions d'euros. Et puis on n'a plus fait de levée de fonds. Ok. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Pourquoi tu as fait la levée de fonds en fait? Donc la levée de fonds, c'était pour nous parce qu'on était une société de service. On a construit le logiciel en développant des features pour les clients. Okay. Et à la fin, on avait un logiciel qui faisait plein de fonctionnalités, tout ce que les clients nous avaient demandé, mais qui était un peu compliqué, qui n'était pas bien optimisé pour être simple, utilisé en ligne sur du SaaS, etc. Donc il a fallu faire un pivot sur le business model et on s'est dit, on va arrêter de faire le service, on va ouvrir un réseau de partenaires qui va faire le service en notre place, et nous on va se focaliser sur vendre du support et de la maintenance. Et comme ça, on peut réinvestir sur la recherche et développement et sur le marketing, et devenir un éditeur plutôt que de devenir une société de service qui est un tout autre business model. C'était compliqué parce que ça veut dire que du jour au lendemain, il y avait une centaine d'employés, il fallait arrêter tous nos services. C'est-à-dire tous nos revenus, du jour au lendemain, on dit maintenant on fait autre chose, on vend autre chose. Incroyable, vous avez fait un 180 quoi. Voilà, et donc pour faire ça, il a fallu lever 3 millions d'euros pour assumer les 18 mois qu'il a fallu pour la transition, quoi. La levée de fonds de 7,4 millions, switch sur le business model, on passe en ligne, plutôt que de vendre un on-premise que les gens installent eux-mêmes, on passe en SaaS avec un modèle d'abonnement, et on passe plus web aussi. D'accord, donc tous ces changements-là en interne, ça demande des ressources, c'est pour ça que vous avez fait donc, moi, la logique, c'est que la levée de fonds, elles sont nécessaires pour passer un palier, un pivot ou un gros changement sur le business model. Elles ne sont pas nécessaires, on ne l'a jamais fait parce qu'on avait besoin d'argent. Là, j'ai resserré les boulons, on s'est rendu plus productif, plus efficace. Les moments où on a fait les levées de fonds, c'est vraiment qu'on a dû faire un pivot. D'accord. Mais si tu avais du cash sur le compte, pourquoi tu as fait la levée de fonds? J'avais pas de cash. Non seulement je devais faire un pivot, mais en plus, j'avais pas de cash. C'est ça. Donc ça s'est fait à ça en fait. Et j'avais pas de salaire non plus après 10 ans de travail. Aujourd'hui, tu as un salaire? Maintenant, j'en ai un. Combien? Ah bon. J'ai 950 € par jour que je facture. Ok, par ta société de management? Par ma société de management. C'est beaucoup? Je crois que pour quelqu'un comme moi, c'est pas beaucoup, mais pour quelqu'un de normal, ça peut paraître beaucoup, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, certains informaticiens, ils facturent au-delà de 1 000 € par jour. Oui, donc c'est acceptable, disons. D'accord, ça marche. J'ai pas à me plaindre du tout. Est-ce qu'un indépendant informaticien qui veut se lancer en tant qu'indépendant, il peut devenir partenaire indirect? Oui. Exact. Et vous pouvez lui donner un coup de main avec un client direct, par exemple. Ça peut se faire. Tout à fait. Vous êtes à la recherche de partenaires? Oui. Toujours. On est toujours à la recherche de partenaires. On n'est pas du tout sur une position de saturation.
L'exemple qu'on donne toujours, c'est la Wallonie. Aujourd'hui, c'est le territoire où on doit être le plus concentré, mais on voit encore aujourd'hui qu'il y a de la place pour des nouveaux partenaires. Et chaque fois qu'on a un nouveau partenaire, on voit que lui, il arrive à aller trouver des nouveaux clients et à se développer. C'est assez simple. Ouais, alors c'est un accompagnement. Je pense que pour devenir partenaire Odoo, l'intérêt, c'est évidemment de venir avec son réseau également et d'essayer de convaincre également son réseau. Et à côté de ça, nous, on va amener toute la structure pour les accompagner, leur expliquer comment construire leur offre, parce que je pense que ça, c'est un des points majeurs, c'est construire une offre, devenir visible également, et petit à petit grandir dans l'écosystème, parce que l'écosystème, c'est pas que des partenaires, c'est pas que des clients, c'est aussi toute une communauté autour qui peut venir enrichir l'outil de façon large. Et donc, ce futur partenaire à vous qui vient de la chaîne Entreprendre de Vivre, comment est-ce qu'il doit vous contacter? Il va sur odoo.com et là, il clique sur « Je veux devenir partenaire ». Il y a une option, il y a une option directement sur la première page qui permet ensuite d'être recontacté par notre équipe qui s'occupe du recrutement de partenaires, qui va expliquer tout le process et qui va également les guider pour se former directement le mieux possible. Et ça, c'est valable pour le monde entier, d'accord? Quelqu'un qui est d'Argentine, qui a envie de devenir un partenaire, il passe par le même chemin. Oui, tout à fait. Il y a une redirection qui se fait dans le système. On a des partenaires dans plus de 270 pays aujourd'hui. 170. 170 pays, pardon. C'est ça. Parce que 270, il n'y en a pas. Avec Mars, Lune. Oui, c'est ça. Toute la stratosphère. C'est pour l'année prochaine, ça. Ok. Tu as travaillé aussi à San Francisco, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quoi cette expérience? Alors moi, j'ai commencé chez Odoo en vente directe, ici en Belgique. Et après 2 ans, on m'a proposé le poste à San Francisco. Donc c'était pour reprendre l'équipe directe de San Francisco. Ils étaient combien de personnes là, à ce moment-là? Au début, ils étaient 4 personnes quand je suis arrivé. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. L'équipe est passée de 4 à 25 en 2 ans, donc c'était une grande croissance. Mais en fait, ce qu'on voulait mettre en place, c'était essayer d'avoir les mêmes process à travers les différents bureaux, les différentes filiales. Et en fait, la manière de travailler d'un bureau à un autre est extrêmement similaire. Après, évidemment, les clients sont différents, la culture du bureau est parfois un petit peu différente parce que les gens sont différents. Mais au final, en termes de process et d'organisation, il y a vraiment des grandes similarités. Ok, génial. Est-ce que tu peux raconter quelque chose sur ton expérience à San Francisco? Quel était ton chiffre d'affaires quand tu partais? Quand tu es arrivé et quand tu partais? Alors, quand je suis arrivé, le chiffre d'affaires était de 2,1 millions. Et quand je suis reparti, c'est une bonne question, je pense qu'on devait être autour de, à mon avis, 15 millions, quelque chose comme ça. L'équipe a vraiment bien grandi, c'était toujours de la vente directe. Après, ce qui était chouette aussi, c'était d'essayer de garder un petit peu les valeurs d'Odoo à travers la croissance de la société. Le bureau de San Francisco à l'époque grandissait, était un des bureaux qui grandissait le plus vite, donc c'est parfois un petit peu difficile de garder la culture d'entreprise quand on grandit aussi vite, mais c'était important et je crois que c'était aussi à l'époque pour ça qu'on aimait bien parfois envoyer des gens du bureau ici en Belgique qui connaissaient un petit peu les valeurs et la culture Odoo qu'on avait ici pour aussi pouvoir l'imprégner dans les autres bureaux. Je ne sais pas si vous voulez dire autre chose pour que ça apparaisse après dans la vidéo. Qu'on recrute énormément. Je pense que rien qu'aujourd'hui, pour le bureau belge en sales, il nous manque 42 sales. Comment tu sais qu'il manque 42 sales? Parce qu'on a fait un meeting lundi, qu'on a vu avec toutes les équipes que c'est ce qui était forecasté dans notre budget et on sait qu'aujourd'hui, que c'est ce qui nous manque pour gérer les demandes de nos partenaires et les clients existants. Ok, merci en tout cas pour le témoignage. Top. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Ciao les gars, merci. À une des interviews que je regardais de toi, en fait, tu disais que faire une levée de fonds, c'est pas terrible, puisqu'en fait, tu dilues ta part. Finalement, tu vas vendre, par exemple, 7 millions, pour 7 millions d'euros, tu vas vendre 50%. Oui. Et finalement, les 50% vont valoir plus 7 millions, mais 1 milliard peut-être. C'est pas que c'est pas terrible, c'est nécessaire, donc je l'ai fait et je regrette pas de l'avoir fait, sinon je ne le pas. Mais il y a, par exemple, si j'avais pu le faire, je pouvais pas, hein, donc je pouvais pas me le permettre, donc j'ai dû le faire. Mais si j'avais pu faire un financement non dilutif, par exemple un emprunt, si au lieu des 7,4 millions d'euros que j'ai fait en augmentation de capital, je les aurais fait en emprunt, aujourd'hui c'est 7,4 millions d'euros, la personne qui les a vendus, je n'ai pas le calcul exact, mais je pense qu'il a sorti quelque chose comme 400 millions. Donc ces 7,4 millions d'euros m'ont coûté 400 millions. Exactement. À la place de ça, j'aurais fait un emprunt de 7,4 millions d'euros, j'aurais remboursé 10. Il y aurait 300 et quelques millions de plus dans la société. Quoi. Exactement. Donc c'est quoi le conseil à donner à ceux qui font une levée de fonds aujourd'hui? S'ils arrivent à financer par eux-mêmes le pivot, comme tu dis, n'est pas faire de levée de fonds? Un schéma n'est pas l'autre. Moi, j'étais pas dans un schéma de valorisation, d'exit rapide. Et les levées de fonds peuvent être très bien là-dessus. Moi, j'étais plutôt dans garder le contrôle, construire quelque chose en décennies plutôt que... Et donc, j'étais plus drivé par le fait que je devais rester majoritaire que le levée de fonds. Si j'ai fait des levées de fonds, c'est parce que j'étais absolument nécessaire. Puisque je ne pouvais pas opérer les pivots sans ça, et les banques ne voulaient pas me prêter à l'époque. D'accord. Pourquoi tu gardes l'empreinte ici en Belgique et pas aller en Silicon Valley? Donc j'avais des bureaux en Silicon Valley. Hein. Okay. Maintenant on les a déplacés à San Francisco, juste à côté.
Non, notre headquarter, notre recherche et développement ici, je pense qu'on a des cerveaux, on a des gens de qualité en Belgique. L'enseignement est bon. On a un problème, c'est qu'il n'y en a pas assez qui font de l'informatique, mais sinon la qualité de l'enseignement est très bon. Et c'est ce qui prime quand on a des développeurs. C'est pas grave si les charges sociales sont trop élevées ou les charges patronales sont trop élevées. Ce qui compte, en tout cas dans mon métier, c'est d'avoir des gens de compétences parce qu'un très très bon développeur va peut-être produire 10 fois plus qu'un développeur moyen. Donc on est OK de payer plus cher pour avoir des mecs très très bons et on a vraiment des gens compétents en Belgique. Et par rapport aux clients, c'est qu'on s'en fout d'être en Belgique ou au Singapour. On peut aussi bien opérer à partir de la Belgique pour vendre un peu dans le monde entier. Ça, et puis alors, nous, on ouvre des filiales. C'est-à-dire que pour Singapour, on l'adresse le plus localement, quoi. Quelle est ton impression de Silicon Valley, de San Francisco et tout ça? Alors nous, donc moi, ma stratégie, c'est toujours l'emplacement où on ouvre un bureau, c'est le directeur qui compte. C'est pas tellement l'emplacement, c'est-à-dire que c'est plutôt opportuniste que stratégique. Okay. C'est-à-dire le succès de la boîte, c'est le mec, quoi. C'est pas est-ce que je me suis mis là ou là ou là ou là. Et à l'époque, on avait un gars vachement bien, qui est toujours là d'ailleurs, qui s'appelle Fabrice, qui voulait aller en Silicon Valley, c'était son rêve. Et du coup, on lui a dit, puisque nous, on voulait que ce soit toi le directeur, lui disait, moi je veux aller en Silicon Valley, on a dit, va ouvrir ta boîte en Silicon Valley. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la Après, c'est de loin un des pires endroits pour ouvrir une boîte. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais la rétention est très compliquée. On est à côté de Google, Apple, Microsoft, etc. Donc c'est extrêmement compliqué sur ce marché de l'emploi. À la Silicon Valley même, il n'y a personne qui vit en Silicon Valley en fait. Les gens sont à San Francisco, mais c'est pas que c'est trop cher, c'est des petits villages, il n'y a personne. Et donc il n'y a pas beaucoup de gens. Donc on a dû se délocaliser à San Francisco même, dans la ville, où là on touche quand même beaucoup plus de gens. Ça a débloqué nos recrutements. Et puis les salaires sont super élevés. Comparé au reste des États-Unis, là on vient d'ouvrir une boîte à Buffalo. C'est génial parce que la rétention est meilleure, les salaires sont plus bas et les gens sont aussi de très bonne qualité, quoi. Okay. Et pour ça, personne n'ira à Buffalo, quoi. C'est un truc paumé, quoi. Mais pareil, on avait le mec qui était vachement bon, qui vivait, sa famille était à Buffalo, il voulait retourner à Buffalo. On lui a dit ok, fais un truc à Buffalo. On a eu nos investisseurs qui disaient, ils avaient fait des recommandations des top 20 cities dans lesquelles il fallait aller aux US, elle n'était même pas dedans. Et en fait, c'était un super choix, c'est génial d'être à Buffalo. Comment ça va? Très bien. Comment tu t'appelles? Clément. Enchanté Clément. Enchanté. Clément, raconte un peu, qu'est-ce que tu fais ici comme produit pour Odoo? Donc il faut savoir qu'Odoo c'est un ERP, c'est un logiciel de gestion d'entreprise, mais c'est également un éditeur de sites web et d'e-commerce. Donc avec Odoo, on peut gérer son inventaire, on peut gérer sa comptabilité, son marketing, mais on peut également créer un site web. Et le vrai intérêt, c'est qu'il est connecté avec tous les autres modules de la solution. Ok. Moi, par exemple, il me faut un nouveau site web, juste une vitrine. Je peux le faire aussi avec Odoo? Bien sûr. Qu'est-ce que ça me coûte? Ok. Bon, alors, c'est deux questions. Le premier, la première question, c'est qu'il est tout à fait possible de faire un site web très facilement avec Odoo. Si vous allez sur le site, en quelques clics, vous pouvez déployer un site web. Alors, il y a plusieurs intérêts. D'une part, l'hébergement est inclus. Ensuite, donc ça, c'est assez unique. C'est cadeau, quoi. C'est cadeau. Ensuite, il n'y a pas de coût de licence parce que vous pouvez utiliser un module gratuitement sur la version cloud Odoo. Donc, si vous utilisez uniquement le module site web, vous allez pouvoir faire un site web totalement gratuit. Et depuis peu, on donne également la possibilité d'avoir un nom de domaine gratuit pendant 1 an. Donc le tout combiné fait que c'est une offre vraiment unique sur le marché. Moi qui n'ai pas du tout informaticien, je vais y arriver à configurer seul? Donc oui, fais-le. Oui, on peut le faire. Go. Allez, non, Go. Tu vas le faire toi-même. Ouais. Website build with Odoo, exemple. Ok, c'est parti. Bon, je suis là. Et ensuite quoi? C'est gratuit? Oui. Merci d'avoir aidé. Pardon. Et là, je commence à créer, n'est-ce pas? Yes. Bienvenue sur Odoo, la seule plateforme, le feu d'artifice et tout, quoi. Prêt à créer un site web parfait? Allons-y. Je veux un site web d'entreprise, une boutique en ligne, un blog, une plateforme de e-learning, un site web d'entreprise. Allez, c'est parti. Pour mon commerce de compagnie de construction, avec l'objectif principal d'informer les clients. Je vais essayer une palette prédéfinie. Voilà, orange, puisque le logo c'est orange. Ajouter des pages de fonctionnalités. Alors, à propos, tarification, boutique non, emploi non, success story. Ouais. Et on peut rajouter des live chat, oui, j'adore ça. Est-ce qu'on peut rajouter rendez-vous non, localisation magasin non? Est-ce qu'on peut rajouter les réseaux sociaux ici? Ça va se faire tout seul après dans d'autres apps. Ça marche. On va le faire après. 4 pages, c'est bien. Ça, c'est le minimum pour démarrer. Oui. C'est parti. Je sais votre thème. Là, celui-ci. Hello. Qui a écrit le code pour ce logiciel? C'est notre équipe de... C'est l'équipe de recherche et développement, mais qui ne sont pas ici. Ils sont dans un autre toi, bâtiment. ton rôle, c'est quoi en fait, Clément? Donc moi, je suis vraiment en charge de faire le développement commercial de notre solution website et e-commerce. Donc Okay. ça passe par différentes choses. Je dois cliquer ici, cliquer sur le texte pour commencer à éditer. Très bien. Ça, c'est bien. Ok. C'est pas du français, mais c'est pas grave. Et alors, je peux changer n'importe quoi. Ouais.
Donc, Appelez, non. tout est éditable. Puisque tu as choisi un thème prédéfini, que tu as dit que tu voulais une entreprise de construction, Odoo t'a proposé directement des images liées à ton activité. Mais tu peux aussi tout à fait démarrer ta structure de zéro en utilisant les blocs de construction qui sont sur le côté. D'accord. Donc là, on peut faire un exemple. Si Pas mal. tu ouvres l'onglet éléments, J'ai envie de changer l'image, tu peux exactement. changer l'image. Double-clic dessus ou clique une fois dessus. Changer l'image. Donc ici, on est lié à une banque de données d'images libres de droit. Ok. Donc ça va te permettre d'utiliser ces images gratuitement. Voilà, là c'est bien, ça c'est une belle bien. image. Ok. Et là aussi, Donc Ok. ici, donc, la structure est prédéfinie. Tu peux peut-être essayer de prendre un nouveau bloc, donc en cliquant sur l'onglet éléments. Et donc là, il y a des blocs de construction prédéfinis qui vont t'aider à construire ton site. Donc si tu veux prendre par exemple, ah, il faut le glisser. Genre Ouais. là, ça, Ouais. je peux le déposer après ici. tu pourras déplacer sur la page. C'est lui qui vient de se mettre là? Ouais, Ah oui, c'est Ouais. ça, c'est le même, exactement. Ok. Ok, je suis content avec le site. Ok, Je fais donc quoi tu après? peux sauvegarder. Si tu cliques sur nom de domaine, Odoo va te proposer, il va y avoir un pop-up où tu vas pouvoir choisir ton nom de domaine. Exact. Et une fois que c'est Et on va validé, l'acheter pour toi en fait. À condition qu'il est disponible, ça va de soi. bien sûr. Bien sûr. Et après, si tu as déjà ton nom de domaine, tu peux tout à fait lier le nom de domaine à ta base de données Odoo. Et ça, c'est assez unique parce que sur les autres systèmes, souvent pour pouvoir mettre un nom de domaine qui t'est propre, tu dois être dans le plan payant. Alors qu'ici, même sur l'utilisation gratuite d'Odoo, tu peux le faire. Génial. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont signé? Oui, alors il y a beaucoup d'utilisateurs gratuits. Ok. Il y a beaucoup de gens Beaucoup, qui c'est ont signé. combien? Beaucoup, je ne sais pas le nombre exact. 100, 1000, 10 000? On en est sur plusieurs milliers plutôt que plusieurs centaines. Donc, la plupart de ces clients-là sont en Belgique ou sont à l'étranger? Ça dépend parce que Odoo c'est vraiment un produit open source, donc on est vraiment partout dans le monde. Maintenant, c'est vrai que j'en profite pour dire qu'on a un service de création de site web. Donc là, on est dans le cas où c'est toi qui as fait ton site par toi-même, D'accord. mais on vient de mettre en place une équipe de web designers dont le but est de créer en fait des sites pour les clients. Et donc le client peut utiliser Odoo et souscrire le service de création de Clément, site tu web. me fais rire parce qu'il y a une semaine, tu me disais qu'il fallait pas le vendre parce que tu n'avais pas assez de ressources pour prester le service. Oui, mais bon, c'est quand même intéressant de savoir que c'est vrai qu'en fait, on a eu une très forte demande, donc c'est un service qui est fortement sollicité. Donc c'est vrai qu'on doit un petit peu ralentir les demandes, mais quand même, on a le mérite de mettre Et en là, place ce service. là c'est payant, d'accord. Ah oui, là Ouais, c'est un service si tu veux un payant. design avec- sur mesure au lieu Oui. de parce que là, tu as eu l'intelligence artificielle qui l'a fait pour toi. Oui. Si tu veux un sur mesure, tu as un designer, mais C'est c'est ça. payant. quoi. D'accord. C'est un coût de service. Mais ça redeviendra dans tous les cas beaucoup moins cher que de passer par le chemin classique ici pour eux. D'ailleurs, on recrute une dizaine de designers justement Ouais, pour nous c'est aider à livrer ce service. quoi. Et on merci de ton témoignage, terrible. Et abonne-toi sur la chaîne Entreprendre de Vie pour Ouais, ne pas rater la sortie ça de la roule. vidéo. Donc le mythe de Silicon Valley, aller s'installer à Silicon Valley, c'est pas tout à fait Bah, vrai. si vous voulez quoi. vous casser les dents, allez-y. Quoi. Ok, Vous top. allez vite vous retrouver avec des gens à 120 000 $, qui vont partir après 2 ans, et c'est pas facile. Quoi. Bien sûr. Après, nous, on y restait, c'est-à-dire qu'on a des gens hyper compétents là aussi, Bien sûr. et on a toujours quelques centaines de personnes qui travaillent là. Donc. Mais raisonner de cette manière-là, est-ce que ça vaut pas la peine d'aller s'installer en Inde, dans un pays Bah, je où l'ai fait, c'est la première filiale que j'ai ouverte c'est là-bas? en Inde. Ouais. Ok, c'est ça. Mais même avec le fait que ça coûte moins cher là-bas, tu préfères garder ton siège social ici en Oui, Belgique. parce que c'est la compétence des gens qui prime sur leur coût. D'accord. Quel est ton plan d'évolution personnelle? Personnel pour moi, Oui. Est-ce que un jour tu as envie de lancer d'autres boîtes? bah, moi mon motto et mon rêve, c'est de transformer les PME. Quoi. Je suis intimement convaincu qu'elles sont totalement inefficaces, qu'elles manquent d'outils. Et aujourd'hui, Odoo, c'est 0,1% de part de marché, donc c'est rien du tout. Et donc j'en ai encore pour quelques décennies à transformer ça. Quoi. D'accord, ça marche. Donc tu n'as pas de plan, tu n'es pas un multi-entrepreneur qui a envie de lancer plusieurs boîtes en même temps. Non, et- mais qu'est-ce que tu peux faire mieux que Odoo? Mais, je veux dire, on améliore la vie des gens au travail. Les gens passent plus d'un tiers de leur temps au travail. Je veux dire, améliorer la qualité de vie de un tiers, je veux dire, les dépressions aujourd'hui, c'est parce que les gars souffrent de travail un peu répétitif, administratif, inintéressant. Si on règle une partie de ce problème-là, c'est quand même une super mission. Je vois pas ce que je pourrais faire de mieux en fait. Exact, ok. Oh, très bien. C'est vraiment une question d'achievement. Et ce qu'on fait chez Odoo a vraiment de l'impact au niveau mondial, en millions d'utilisateurs. Et ce que je veux faire, c'est la même chose en 10 fois plus grand. Aujourd'hui, donc là, j'aborde les questions relatives aux ressources humaines. Aujourd'hui, avec les 2250 employés que vous avez dans le monde, comment est-ce que vous êtes organisé? Est-ce qu'il y a des hiérarchies? Comment tu contrôles? Est-ce qu'il y a des KPI? C'est quoi la motivation déjà? D'abord, on a un super logiciel de gestion pour gérer tout ça. C'est quoi d'ailleurs? C'est Odoo. Mais on a une hiérarchie, on a une vraie hiérarchie. Je suis un petit dictateur, hein, moi. Ça, j'ai du mal à croire. Mais par contre, la hiérarchie n'est pas très prononcée. Ok. Les gens sont super autonomes, super responsables. Donc il y a une hiérarchie sur papier.
mais les gens ont beaucoup de liberté, c'est-à-dire ils peuvent tout décider sans nous. On a d'ailleurs une règle en interne, si votre manager n'est pas là, vous décidez à sa place. Il n'y a pas de processus de validation, il n'y a pas de processus d'achat, il n'y a pas de processus de note de frais. Tout le monde peut acheter, tout le monde peut passer des notes de frais. On veut juste que les gens soient autonomes et responsables. Mais il y a une hiérarchie, et la hiérarchie, elle est surtout là pour faire évoluer les autres. C'est-à-dire que je considère que le rôle d'un team leader, c'est d'être un modèle, c'est-à-dire de faire évoluer les autres, il doit être le meilleur de l'équipe, leur faire devenir de plus en plus, si c'est des développeurs, de meilleurs développeurs, ou si ce sont des services, de devenir de meilleurs consultants, donc leur faire apprendre de plus en plus de choses. En gros, je considère que le team leader, il est au service de l'équipe et non l'inverse. Son rôle, c'est faire que toute l'équipe monte. C'est pas un manager, c'est pas un mec qui fait des budgets, c'est pas un mec qui fait des plannings. Et donc tout ça, on les a retirés, nos team leaders n'ont rien de ces fonctions-là à faire. Alessandro, bonjour. Enchanté. Enchanté. Donc, Ton toi, prénom c'est Stas. Stas. Salut Stas. Alessandro, ok. Ouais. Alessandro, tu occupes quel poste au sein de Odoo? Je suis le CFO de la société, donc directeur financier, et j'ai aussi la RH. Ah, les Toute deux. la partie administration, finance, RH et tout ça. D'accord. Et ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans que je travaille chez nous. Et tu as commencé comment? Tu as commencé avec Comme quel poste? CFO. Tu as commencé directement au CFO? Ouais, comme CFO. Ok. Et avant, tu étais aussi CFO dans une autre boîte? Non, oui, j'étais dans la finance, mais pas forcément CFO. J'avais D'accord. des activités. D'accord. moi-même C'est personnelles. quoi les différences les plus importantes entre Odoo et la boîte précédente? Ouais, c'est l'atmosphère, c'est la culture d'entreprise, c'est le produit, c'est l'aventure, c'est le challenge. D'accord. C'est les gens, Ok. c'est les collègues, c'est un ensemble, on ne peut pas comparer, c'est incomparable. Incomparable. Il n'y a pas une deuxième boîte comme ça? Moi, personnellement, je n'ai jamais fait. Alessandro, lors de l'interview avec Fabien, on a abordé le sujet du budget. Et apparemment, il n'y a pas de budget. Comment un financier, il peut... Et il y a un budget, mais c'est lui. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de budget pour les équipes, Voilà, mais lui, il a un il n'y budget. a pas un processus budgétaire classique. Ce qui est top, mais explique un petit peu comment tu gères ça et comment tu as accepté de ne pas faire de budget. En tant que La financier, raison t'as toujours principale, envie c'est qu'au début, c'est vrai que la chose m'a choqué parce que j'étais encore un Ah. peu au school. C'est D'accord. normal, ouais, j'ai dit, j'étais Ah. au school. Moi, je suis arrivé ici, j'étais au school, dans le sens que j'ai arrivé d'un environnement financier classique, D'accord. avec un compteur de coûts, avec un compteur budgétaire, mais dans une économie aussi classique. Donc, mais je suis quelqu'un d'assez ouvert, donc j'accepte le dialogue, le challenge avec Fabien, on se comprend pour ça aussi. Donc j'ai dit, ben, pourquoi pas, regardons les choses différemment. Et effectivement, en tout cas chez nous, ça marche. Donc le budget, comme il dit Fabien, existe, mais il n'existe pas formellement sur papier, et ce n'est pas quelque chose qu'il faut suivre à la lettre, comme une entreprise classique. Et tout ça, pourquoi? Pour empêcher les gens, justement, de penser out of the box. Parce que quand tu donnes un budget, les gens ont tendance à le respecter, mais surtout le dépenser. Tandis que quand on n'a pas de budget, parfois, ils arrivent à dépenser moins en sortant beaucoup plus. Tu vois? Donc il n'y a pas de guidelines, c'est des guidelines qui sont informels. Moi, évidemment, mon rôle, c'est être le gardien de la bourse. Quand ça dérape, ça dérape. L'exemple typique, quand quelqu'un me demande un budget pour faire un événement, je lui dis, il n'y a pas de budget, propose-moi quelque chose. Et sous la base de ta proposition, je lui dis oui ou non. Et normalement, ça marche très bien. Mais est-ce que ça n'arrive pas à des situations où en septembre de l'année en cours, tu es là, attention, on est un peu serré là, il faut qu'on arrête les roadshows, il faut qu'on arrête le marketing? Non, ça, non. Ça va parce pour que je le l'instant. vois, déjà, je le vois beaucoup plus À l'avance. à l'avance, D'accord. hein. Et puis, c'est pas de tout ça. On n'est pas dans un contexte, il faut serrer. On est dans un contexte de croissance. Bien Donc, sûr. si on a dépensé bien l'argent, oui, on continue. Et pour l'instant, c'est le cas. Parce qu'encore une fois, on dépense l'argent avec le système bon père de famille. On dit toujours aux gens, dépense quelque chose que tu dépenserais si c'était ton budget. Et les gens sont fort sensibles à ça. Moi, quand je le raconte, les gens n'y croient pas, à l'extérieur d'Odoo, mais les gens sont sensibles. Et souvent, ben, ils vont arriver avec de bonnes idées, avec un budget inférieur, plutôt que dire, D'accord. tu dois dépenser 30 €. Bah alors, 30 €, je vais faire ça. Voilà. Ok. En tout cas, ça marche. Ok, je suis d'accord avec toi que l'effet pervers du budget, c'est que les gens veulent le dépenser, Ah, voilà. quel que soit le prix. Et parfois, ils le surpassent aussi, Ben, voilà. le dépassent. Et donc, parfois, je ne sais pas si tu vois ça de temps en temps, Fabien, c'est une question pour toi aussi. Parfois, je vois des travaux inutiles qui se font autour du bureau. Genre, on refait les parkings. Les parkings sont nickel, mais on les refait quand même. On est plutôt au contraire, nous, on ne fait pas les travaux qu'il faut.
Ouais, c'est ça, ou bien on parle à la façade. Et je Il passe... faut plutôt traîner avant de faire les parkings, on va traîner 2-3 ans, on va dire. C'est ça. C'est Enfin, je ne sais pas ce rapport que tu en penses. Mais... C'est pas un rapport de vous, c'est un rapport du fait que le financier dans la société il voit qu'il y a un budget qui a été prévu pour, il y va pour, alors que le parking il est très bien, ou la façade elle est super bien, mais on fait quand même les travaux parce que ça a été budgétisé. Et les problèmes c'est que la société commence à avoir des problèmes quand les financiers arrêtent de comprendre qu'il est au service du business et commencent à faire la finance. Et alors ça c'est le début des emmerdes, excusez-moi le terme. S'il comprend qu'il est au service du business, il est derrière pour supporter le business, tout va bien. Moi j'ai fait ces switches, je suis au service du business. Est-ce que tu peux me parler plus de processus d'achat alors? Par exemple, moi je suis un manager, il me faut le barcode. Tu l'achètes. Donc tu as deux manières possibles. Soit tu le payes toi et tu fais une note de frais, on te la rembourse. Et soit tu demandes à quelqu'un qui a une carte de crédit de l'emprunter. Il y a quelques personnes qui ont des notes de crédit dans la boîte. Donc je vais voir la personne qui a une carte de crédit, et je lui dis simplement de m'acheter ça, et la personne ne m'a même pas posé la question à qui appartient, enfin, c'est quoi cet achat et si c'était approuvé ou pas. Non. Ouais. Ou tu le fais toi-même, tu dépenses toi-même et tu demandes un remboursement si c'est pas un gros montant. Par exemple, personne n'a de budget. Le budget, c'est pour moi la responsabilité de la finance. Il y a le directeur financier qui a un budget, qui s'assure qu'on est dans les cordes, que le cash est bon, etc. Mais tous les autres managers n'ont pas besoin de perdre du temps sur des budgets ou des plannings ou des choses comme ça. Pour moi, vraiment, le manager, il est utile qu'à une chose, c'est faire monter son équipe en compétences. C'est exceptionnel en fait. C'est la première boîte que je vois qui fonctionne de cette manière-là, sans processus d'approbation, d'achat, et la personne peut décider de lui-même si jamais il faut l'acheter ou pas. C'est pareil pour leur congé, on leur fait confiance, pour leur congé. Et on sait qu'ils sont malins, c'est-à-dire on sait que s'ils ont un projet client compliqué ou si toute l'équipe prend un congé en même temps, ils vont s'arranger, quoi. Et ceux qui font le devis, est-ce qu'ils vous l'aider ou pas le devis? Parce que là, il faut contrôler aussi que... Non, chaque commercial est complètement autonome, peut faire tous ses devis tout seul. Mais il peut se tromper. Et il peut se tromper. Alors heureusement, tout ce qu'on a est plus ou moins... les contrats sont toujours les mêmes, les prix sont en ligne, clairs, transparents et on ne les négocie pas. Sauf les ventes en direct, là, vous êtes obligé de faire un prix de... On ne les négocie pas. Donc notre politique, nous, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de fournir plein de features de top qualité à un bas prix. Donc notre prix, on l'a vraiment squeezé le plus possible, il est assez bas. Nos concurrents sont de 7 à 8 fois plus chers que nous. Et par contre, la contrepartie, c'est qu'on ne le négocie pas. On a un prix qui est transparent, public, vous pouvez le regarder sur notre site web, mais c'est celui-là que tout le monde paye, quoi. D'accord, ok. Du coup, les commerciaux ont moins de marge de manœuvre et du coup, ils peuvent être autonomes, ils peuvent faire la démo client, le devis et la signature dans l'heure, quoi. J'ai entendu parler aussi que vous avez un configurateur de salaire. Ouais, c'est quoi cette histoire? Donc, tu peux configurer ton salaire. Donc, en gros... Donc, moi, je suis un employé. Je viens d'être engagé. Je dois connaître mon paquet salarial. Oui. Alors, la manière dont on travaille, c'est que on a un coût entreprise par personne. Donc, nous, on sait que tu vas nous coûter, je sais pas moi, 70 000 € par an. Et sur cette base, tu fais ce que tu veux. Donc, on a un configurateur de salaire. Et d'ailleurs, il est public. Tu peux aller voir nos chiffres de combien on paye chaque personne en moyenne. Tu pourrais voir si tu veux travailler chez Odoo, combien tu toucheras. Puisqu'on publie nos salaires moyens dans chaque équipe. D'accord. Et avec ça, 70 000 €, les employés peuvent décider comment ils le font. Par exemple, tu prends une grosse bagnole, tu auras un peu moins de salaire. Une petite bagnole, tu auras plus de salaire. Tu prends plus de jours de congé, tu auras un peu moins de salaire. Moins de jours de congé, tu auras plus de salaire. Tu veux une assurance et tu fais tout à la carte. Et après, ça t'adapte ton salaire, quoi. C'est un peu... Même co-entreprise, donc pour nous, ça change rien, quoi. C'est ça. Ok, génial. Donc, si j'ai envie d'installer ça dans ma boîte, ou toi, tu as envie d'installer ça dans ta boîte, c'est très simple. Ouais. Vous installez à Odoo, vous prenez ce budget-là et vous donnez à vos collaborateurs en disant voici ton budget. Et ils configurent leur paye et la paye automatisée. C'est même intégré avec les flottes. On fait aussi la gestion de la flotte de véhicules. Pour les avec les GPS. Non, pas pour le GPS, mais pour les voitures de société, tu vois, avec la maintenance, les immatriculations, les coûts. Enfin, un truc bien d'ailleurs, on ne fait pas de leasing, on achète toutes nos bagnoles. La plupart des entreprises font des leasings, ce qui est un peu absurde parce que tous les 5 ans, ils rachètent des nouvelles bagnoles, ce qui est totalement inécologique et en plus très cher. Nous, on ne fait pas, on garde les voitures jusqu'au bout, mais du coup, tu as des vieilles bagnoles de 10 ans. Mais ce qui se passe, c'est comme on les intègre dans le coût salarial, si tu prends une vieille voiture, chez nous, tu auras plus de salaire. Donc même les gens se battent parfois pour avoir les vieilles voitures. Génial. Top, on retient. Si tu as aimé ces astuces-là de Odoo et de Fabien, mets un like tout de suite et partage. Mais est-ce que c'est un système qui n'amène pas de l'abus? Le fait que... Parce que tout à l'heure, avec Fabien, me disait que n'importe qui considère qu'il faut que j'achète ça pour ma démonstration au client, s'en fout, il y va, il achète et puis c'est remboursé. C'est une question de culture d'entreprise. Ici, il n'y a personne qui abuse. Parce que c'est une question d'approche. Après, il y a des dérapages avec 2500 personnes. Mais c'est à toi de les voir tout de suite et de les corriger. Comment tu vas voir ça? 2500 personnes, chacun dépense 10 € par jour, tu ne vois pas. C'est le prix à payer pour avoir des gens responsables. Bien sûr, tu as un petit peu d'abus. Mais la valeur d'avoir des mecs qui n'ont pas de budget, qui peuvent agir par eux-mêmes, décider par eux-mêmes, compense largement le fait que tu as des... Et en fait, tu as des meilleurs résultats. Si tu demandes aux gens d'être des bons pères de famille, tu leur expliques
comment dépenser intelligemment, etc., tu as de nettement meilleurs résultats que quand tu leur dis pas ça et que tu essaies de les contrôler. D'accord. Et nous, on dit, on vous contrôle pas, mais par contre, les mecs, vous bossez, on bosse tous ensemble, on est dans le même bateau, on doit tous arriver à ce que ce soit là, et là, on a de meilleurs résultats. Et parfois, il y a de l'abus, mais c'est le prix à payer pour avoir une société efficace. Et puis il y a eu tellement une sensibilisation à l'intérieur de l'entreprise sur ça, qu'il y a même des collègues qui vont venir me dire mais tu sais, là, il a dépensé un peu trop. Et donc finalement, quelque part, je repère des choses sans avoir un budget. Quoi, ils font des remarques vis-à-vis de l'autre ou bien ils vont directement voir le oui, collaborateur pour dire mais écoute, pourquoi tu as dépensé autant? Vous pouvez faire la même chose avec moi. Et ça, c'est vraiment la culture d'entreprise. C'est vraiment l'approche qui est géniale. Vraiment génial. Comme tout le monde est responsable, quand tu as un dérapage, les autres jouent l'effet de réexpliquer, quoi. Je pense qu'une chose qu'on fait très bien, c'est éviter la communication par niveau managérial. Il y a beaucoup d'entreprises où il y a un niveau qui communique au niveau d'en dessous, qui communique au niveau d'en dessous, qui communique au niveau. Nous, on communique toujours en direct avec tout le monde à la base. D'accord. Et on fait plein de trucs comme ça. Par exemple, on a un truc qui s'appelle Ask Me Anything, où c'est les employés posent des questions de manière anonyme, devant nous, devant tout le monde, non préparées, de tout type de questions. Il y en a qui vont râler parce qu'ils ont un autocollant sur leur voiture, il y en a qui vont poser des questions stratégiques sur le business d'entreprise, et on répond à tout de manière transparente. Et ça fait partie de la communication. Plus on adresse les sujets au plus bas niveau, plus on adresse les frustrations dès le début, plus on adresse tous ces éléments-là, ça contribue à ce que tout le monde comprend ce qu'on attend d'eux, ce qu'eux peuvent attendre de nous et quelle est la direction que la boîte veut prendre. Ok, communication, transparence et directement s'adresser à tous les collaborateurs de la société et pas juste un niveau managérial N-1. Combien de sociétés légales avez-vous dans le monde? On a 10 sociétés légales. 10 sociétés? Donc combien de pays? Combien de pays Vous êtes présent dans 150 pays? Avec les partenaires. En direct, on n'est que dans une dizaine de pays. Ah, c'est ça le truc. US, Mexique, Dubaï, l'Inde, Hong Kong. Europe, là, c'est en direct, sinon c'est via les partenaires. Ouais, mais le logiciel est vendu en direct? Ou c'est via les partenaires quand même? Les deux, en direct et via les partenaires. Même si c'est un pays qui ne fait pas partie du réseau Odoo, vous n'avez pas une société juridique sur place? Genre, je sais pas, moi j'invente la Nouvelle-Zélande. On a des sociétés par région. Les États-Unis, on a une société qui gère tous les États-Unis du Nord. En Centre-Amérique, au Mexique, on a une société pour le Sud, les Middle East, les Asia-Pacifique, et c'est comme ça. D'accord. Là, on vient d'ouvrir l'Australie il y a quelques semaines, donc Nouvelle-Zélande sera adressée par l'Australie. Voilà. Sinon, c'était Hong Kong qui gérait l'Australie parce que c'est Japac. Pour facturer les clients pour l'abonnement mensuel, etc. Ou sinon, les partenaires. Les deux. Nous, on facture toujours la licence en direct, enfin vis-à-vis du client. Le partenaire fait l'implémentation. D'accord. Vous facturez directement les clients. Pour la licence, oui. Est-ce que tu peux parler un peu plus de chiffres? Un petit peu. C'est embêtant les chiffres. Non, je veux dire 2500 personnes, une entreprise bénéficiaire, il a du cash positif, il a des bidas positifs. À différence d'autres sociétés qui sont déficitaires, nous on est positif, on n'a pas de dette. Donc une société extrêmement saine. Quoi dire de plus? Génial, terrible. En tout cas, comme ça, on a mis d'autres visages aussi au nom Odoo. On a du mal à imaginer c'est quoi 2250 personnes, tu vois. Et là, sachant qu'on a interviewé 5-6 personnes, plus disons les bras droits de Fabien, bah, ça donne déjà une belle ampleur à la société. En fait, là, tu as vu les 3/4 du comité de direction. Oui, on est 4. On est 4. Donc déjà ça, tu t'imagines la simplicité de la boîte. Une boîte de 2200 personnes, tu vas avoir un comité de direction avec plein de directeurs. Et on est 4, quoi. Génial. J'espère que ça va inspirer d'autres entrepreneurs, en tout cas. Ceux qui nous regardent, les grosses boîtes, ils vont se poser la question, est-ce que je ne devrais pas changer quelque chose dans ma boîte pour que ça devienne aussi simple, aussi accessible? Tu fais combien d'heures par semaine? Oh, dernièrement un petit peu moins, on va dire entre 50 et 60. Ah oui, quand même, terrible. Okay. Allez, merci de t'avoir rencontré. Merci. On va faire ça comme il faut alors. Alessandro, merci. Merci. Maintenant, effectivement, vu l'explosion des embauches que tu vis depuis des années déjà, comment est-ce que tu arrives à maintenir une bonne ambiance ici et le fait que tout le monde est cool, ouvert vis-à-vis de ses collaborateurs, enfin de ses camarades, etc. La culture d'entreprise fait beaucoup. Et comment on a fait pour... donc la culture d'entreprise, c'est tout le monde est autonome, responsable et beaucoup d'évolution. Hein. On a toute une série de processus. Par exemple, on ne va jamais recruter de manager. La seule manière de devenir manager chez Odoo, c'est de devenir le meilleur d'une équipe. Donc on assure comme ça que ceux qui montent, c'est que par l'interne, et donc ce sont des gens qui préservent la culture. Ok, génial. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans l'informatique, il peut intégrer aussi les équipes ici. Il peut venir ici, mais il viendra en tant que développeur, pas en tant que chef d'équipe. Mais ce package il sera supérieur parce qu'il a Non, il aura un package de 20 ans, comme un expert, si tu veux, pas comme un manager. D'accord. Mais il va commencer par il va faire de l'expertise, et s'il devient bon, alors il deviendra team leader. En fait, il y a des entreprises qui font ça. La seule manière de grandir en salaire, c'est de devenir manager. Et donc, tu as des super bons développeurs, et puis tu leur dis après 5 ans, maintenant tu vas être promu manager. Au début, il va être très content parce qu'il aura plus de salaire, mais après 2 ans, il va s'emmerder.
parce que lui, ce qu'il aime faire, c'est développer, et puis il est très, très bon développeur, il est peut-être pas bon manager. Nous, on ne fait pas ça du tout. Nous, ton salaire augmente avec tes années d'expérience. Donc, que tu augmentes en manager ou que tu augmentes en expert et tu gères personne, tu auras le même salaire. Chez nous, un manager n'a pas un plus gros salaire qu'un autre. Okay. C'est ton expérience qui définit le salaire. Donc, tu peux très bien dire, moi, je veux juste continuer à développer, rester un expert ou continuer à vendre sans devenir un team leader. Et ton salaire augmente logiquement. Et ça permet d'éviter ce côté où on prend les meilleurs, on les fait devenir des managers et ils ne sont pas contents après 3 ans. Quoi. Encore un life hack, génial. On retient ça. Salut Sarah, enchanté. Salut. Comment ça va? Tout roule. Ça fait longtemps que tu travailles chez Odoo? Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'ai rejoint la team. Ok. C'était une recrue toute fraîche, quoi. Oui, fraîche ou pas fraîche, je sais pas trop. Maintenant, dans 1 an dans la boîte, on est considéré déjà un peu ancien, mais c'est cool, franchement. Qu'est-ce que tu fais comme boulot ici? Je suis en CSTI, donc ça veut dire qu'on travaille. CSTI. CSTI. Et c'est Customer Success Manager Indirect Team. C'est très long. Ah, j'ai compris. Indirect Team. Donc c'est ça, tu traites les clients en direct. Ouais. Et tu regardes le taux de satisfaction pour qu'ils restent clients. C'est ça. Okay. Et à ton avis, c'est quoi un direct? Un direct, c'est quand c'est vos prestataires de services qui installent le logiciel auprès de vos clients finaux, et pas vous-même. Parfait. Ouf. T'es embauché, c'est bon. Tu peux on a simulé le salaire tout à l'heure. Ok, ouais. Trop cher. Je suis hors de prix. Ouais, donc oui, je m'occupe de tous les clients. C'est quoi le boulot tous les jours? Aujourd'hui, ce matin, tu as fait quoi? Ce matin, j'ai fait quoi? J'ai appelé les gens pour demander comment ils allaient. C'est vrai ou pas? C'est exactement ça. Tu avais un planning à faire, tu te dis qu'est-ce que je vais faire ce matin? Qui t'a donné ces tâches-là à faire? Je m'en occupe toute seule. Donc en fait, j'ai un portfolio de 250 clients maintenant. Mon but, c'est de s'assurer que tout se passe bien dans leur contrat avec Odoo et avec leurs partenaires. Donc comme tu disais, comme je suis en indirect, je travaille avec des partenaires qui implémentent la solution et mon job, c'est de m'assurer que tout se passe bien avec le partenaire, que ça se passe bien avec le client et que au final, tout le monde soit content avec Odoo, quoi. Bien sûr, ouais. Moi, personnellement, je travaille avec les Anglais et ils sont tous un peu fous, mais ils sont géniaux, quoi. Enfin, je les adore. C'est ça, on est en direct Europe, monde. Alors, on est répartis en différents teams. Donc ici, on s'occupe de l'Europe et de l'Afrique. Et en indirect, on est répartis par marché. Donc moi, par exemple, je m'occupe de l'Angleterre et de l'Irlande. J'ai des collègues qui s'occupent de l'Espagne, j'en ai qui s'occupent de la France, Allemagne, Autriche, blablabla, enfin toute l'Europe, quoi. Et puis il y a une autre partie de la team qui s'occupe de l'Afrique, donc tous les pays africains. Moi, mon job, c'est de faire en sorte qu'ils utilisent Odoo et que tout se passe bien avec leur utilisation d'Odoo. J'essaye de répondre aux questions les plus simples, mais je ne suis pas consultante. Et je ne suis pas dans le support non plus, donc mon rôle n'est pas non plus de dire « Ah, je vais faire ça » et puis en fait, ce n'est pas la meilleure idée parfois. Donc je préfère me reposer sur mes collègues et sur le partenaire pour m'assurer que, par exemple, je disais « Ah, je voudrais rajouter expenses », donc ils veulent gérer leurs dépenses dans Odoo. Moi, mon premier job, ça va être de leur dire « Ok, vous voulez faire quoi ? Quels sont vos flux actuels? Qu'est-ce que vous utilisez actuellement ?» Je vais leur faire une démo pour leur dire voilà, ça c'est ce que vous pouvez faire dans Odoo, c'est la manière dont moi j'imagine le truc, mais vous pouvez rajouter d'autres développements si vous voulez, mais alors là, ce sera plus avec le partenaire, quoi. Et je ne vais pas les aider à configurer le module non plus. Donc tu es aussi en vente quelque part. Tu fais aussi de la vente de cette manière-là. Moi aussi, je sonne la cloche. C'est un poste commercial, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a une commission sur les résultats. C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on pousse pour les démos. Donc, voilà. Donc il y a cette partie-là, commerciale, mais il y a aussi la... Taux de conversion, il est bon ou pas quand tu appelles pour vendre un module en plus? Ça dépend des clients. Il y en a où ça se passe très bien, mais je ne suis pas non plus dans la prospection. Donc tu fais de la vente plus le customer success? C'est ça. Si jamais il y a un souci, tu remontes le problème ailleurs pour qu'il la résolve. Ou tu dis aux prestataires des services qu'ils doivent résoudre ça. Oui, c'est ça, exactement. Une bonne manière de voir, c'est que c'est le point de contact pour le client. Ouais. Derrière, elle a des équipes support, elle a le partenaire, elle a des consultants, elle a des développeurs s'il faut. Mais le client, au moins, il a un point de contact. Dès qu'il y a un problème, il peut s'adresser à elle. Et elle va voir avec les différents outils qu'on a en interne. Super important pour les abonnés entrepreneurs qui nous regardent, c'est qu'il faut toujours mesurer le taux de satisfaction clientèle. Ça, c'est le seul retour en fait clientèle pour savoir s'il est satisfait ou pas, et ça va le garder à long terme. Et si vous ne posez pas la question, le client généralement ne viendra jamais vous dire « Vous savez quoi, je ne suis pas content ». Il faut lui poser la question. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus sur le business game et le lab Odoo que vous organisez? Oui, c'est ça, c'est cool. Donc nous, on investit toujours dans l'éducation. On a un business game qu'on donne gratuitement aux professeurs. C'est un jeu de rôle où la personne peut jouer le rôle d'un entrepreneur et il doit acheter, vendre sur une facture, réceptionner les produits. C'est un jeu de cartes qui joue aussi sur l'ordinateur pour apprendre l'entrepreneuriat.
Il y a 7 scénarios. Un, c'est achat-vente. Un, c'est gestion d'un magasin, une caisse, quoi. L'autre, c'est création d'un site web. Génial. Et on donne ça pour les professeurs, donc on en fait partout dans le monde pour la formation à l'entrepreneuriat. Ça peut être pour des cours de compta ou des choses comme ça. Et là, on vient de passer à l'étape supérieure. On vient d'acheter un semi, un énorme camion, un truck, qui s'ouvre sur les côtés et qui s'étend. À l'intérieur, il y a 60 mètres carrés. On a 9 workshops qu'on met dedans. Donc un petit gestion d'entrepôt où tu peux faire du barcode scanner, une caisse pour gérer la caisse, etc. Et on va d'école en école pour offrir des cours gratuitement aux professeurs pour que les étudiants apprennent l'entrepreneuriat, comment mettre en place une gestion de caisse, un site web, une gestion de stock et tout ça. Génial comme sujet, puisque moi je trouve qu'il n'y a pas assez d'écoles qui forment les entrepreneurs. Aujourd'hui, on forme des super bons employés, mais des écoles qui forment des entrepreneurs, il n'y en a pas, ou très très peu en tout cas. Alors, ici en l'occurrence... C'est un problème de vocation, parce que par exemple les informaticiens, on a des très bonnes universités, mais personne ne veut le faire. Je pense qu'il faut les sensibiliser dès le plus jeune âge. Exact. Et c'est pour ça qu'on a fait le Labo 12, c'est que c'est un camion qui va dans les écoles à partir de 15 ans où les gens peuvent goûter à l'entrepreneuriat directement. Le business game, ça vise aussi les secondaires? Oui. Ou ça vise aussi les unifs? Le business game, c'est université et école secondaire. Ok. Le professeur qui nous regarde là maintenant, il a envie de faire appel à ce business game. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller sur odoo.com/scaleup. Scaleup, c'est le nom du business game. D'accord. Et dessus, il y a un formulaire et on va tout faire. On va l'accompagner au cours. Donc on a des gens qui viennent lui donner le premier cours avec eux. Il va recevoir le jeu pour lui et pour tous ses étudiants. Donc il me dit, moi j'ai 50 élèves, on lui envoie 50 jeux. Et puis il peut utiliser la plateforme Odoo pour organiser cours. C'est en même temps des cartes physiques et en même temps sur l'ordinateur. Et on lui offre tout gratuitement. Qu'est-ce que ça coûte? Tu as déjà répondu à cette question. Et le Odobus? Le Labo 12 qui est le camion, il n'est pas encore là, il arrive en fin de septembre. Donc c'est pour l'année scolaire prochaine. Et lui, il sera gratuit également. Et là, on peut par contre déjà s'inscrire. C'est odoo.com/labodoo. Okay. Labo 12. Et là, vous pouvez déjà réserver quel jour vous venez que le camion vienne chez vous. Et c'est un jour qu'il reste sur place sur le parking de l'école? Un jour, 2 jours si c'est une grande école, parce qu'on sait faire que des 20 personnes à la fois. Donc il y a 9 petits ateliers, 3 personnes par atelier, donc 27 personnes à la fois. Et donc s'il y a des grandes classes, on doit faire on tourne quoi. D'accord, ok. C'est gratuit, il faut le réserver. Et ça, c'est pour les écoles secondaires à partir de 15 ans. Et les unifs aussi? Secondaire ou université, pour soit l'entrepreneuriat, cours de gestion, logistique, comptabilité. Donc tu commences à remplacer le ministère de l'Éducation, quelque part? Non, en fait, on vient plus en créer des vocations. Okay. Eux sont bons pour former des gens. Nous, ce qu'on essaye de faire, parce que c'est 2 heures. En 2 heures, on ne forme pas des gens en 2 heures. Un petit peu. Mais c'est leur donner le goût, quoi. Qu'ils se rendent compte de comment ça marche une gestion de caisse, qu'ils aient le goût de créer leur site web eux-mêmes et de voir le résultat à la fin. C'est vraiment, on vient en création de vocation. Ok, génial. Il est certain pour moi que ça crée de la visibilité pour vous. Et le jour où le gamin de 15 ans devient entrepreneur à 24, 10 ans plus tard, il va opter pour le logiciel. Oui, bien sûr, c'est bon pour nous, mais on ne le fait pas pour ça, parce que ce camion m'a coûté 1,5 million d'euros. Donc le retour sur investissement, même s'il y a 10 gars qui achètent Odoo à 150 € par personne. Mais c'est unique, je pense que ça va faire son effet. On le fait effet. vraiment pas pour l'argent, on le fait vraiment parce qu'on veut contribuer à l'éducation, on pense que l'éducation est importante. L'éducation dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat en Belgique. Est-ce que tu vas à la rencontre des clients ou pas? Moi j'ai un peu de mal là, parce que c'est en Angleterre, mais j'y vais en juin justement. Okay. Ça fait partie du package ou c'est quoi le deal en fait? Là on a enfin repris le roadshow, donc on va pouvoir se rendre là-bas. Mais l'idée c'est que j'ai des collègues en Belgique, ils vont chez leurs clients, ils vont chez leurs partenaires, ils peuvent vraiment faire des meetings avec eux. Et ça apporte une valeur ajoutée quoi. Pour moi c'est pas juste un contrat, c'est aussi une personne derrière, des équipes, et j'ai vraiment envie que ça se passe bien pour eux quoi. Moi je dis toujours que quand vous regardez un site web, c'est juste un site web, il n'y a pas un seul visage derrière en fait. C'est super important d'avoir le côté humain. C'est le cas ici, du but de l'interview ici, de montrer en fait le visage derrière Odoo et se dire, c'est pas que Fabien, il est super connu, il y a plein de gens qui sont derrière et que la confiance peut être installée et on peut facilement foncer sur Odoo parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière qui va nous supporter. Ouais, en fait, mon focus, ça reste justement essayer d'améliorer les process, essayer d'éviter que les gens fassent des jobs qui ne servent à rien. Quoi. Sans valeur ajoutée. Voilà, c'est ça. Et de là, je suis arrivée chez Odoo et ça a été un roller coaster depuis le début. C'est trop chouette parce que roller coaster, pour moi, c'est très positif. Ça veut dire qu'on apprend très vite en fait. Tu n'as pas un boulot statique, tu apprends plein de choses. Ouais, ça, c'est le rêve. J'ai un peu l'impression d'être ma propre entrepreneur de mon job. Quoi. Entrepreneur.
On Oui, appelle ça intrapreneur, c'est vrai. intrapreneur, exactement. Est-ce que si jamais tu amènes un ami ici au sein de Odoo, tu touches un bonus, c'est vrai ou pas? Ouais, le Comment ça collègue, fonctionne? il gagne un super job à la clé, donc c'est déjà pas mal. Bonus score, bonus en fait, score. Tu peux l'envoyer à Kenya s'il faut. Ah, c'est Jack Lee, à Kenya, pardon. j'ai 2 amis qui ont rejoint Odoo en fait cette dernière année depuis que j'ai rejoint. Je crois que mes potes n'en peuvent plus. À chaque fois que j'en parle, ils sont là, Sarah, juste passe à autre chose, quoi. On sait que t'aimes bien ta boîte, mais passe à autre chose. On cherche pas un autre taf. Et donc ouais, nous, à chaque fois qu'on ramène quelqu'un dans la boîte, on touche une commission et c'est sous forme de voucher cadeau, de bons d'achat, quoi. Mais c'est un montant, c'est la société qui paie ce montant-là. Et vous achetez là où vous voulez. On faire ce qu'on veut. C'est 400 €, hein, c'est ça? Ouais, c'est 400 €. Donc Net. Net, dans la poche. Et c'est ceci net pour la société. Non, il y a quand même un avantage nature, je crois. Ah oui, c'est ça. Et vous ne faites pas des réunions de tous les collègues de Odoo un jour à Bruxelles Si, on tous fait frais payés. plusieurs jours. On a un énorme événement qui s'appelle Odoo Experience, qui est 3 jours où on forme à toutes les nouvelles fonctionnalités avec nous, les partenaires et tout ça. C'est quoi le budget de cet événement-là? Faire venir tout le monde, avion, hôtel, nourriture, événement? Alors on ne fait pas venir tout le monde, hein, c'est que les Belges. Tu parles que de Belges, tu ne Ouais, fais pas après, venir les autres font Américains? aussi, mais dans leur D'accord, ça dans marche. leur pays. Mais c'est à ce moment-là qu'on lance la nouvelle version. C'est au Tout le moment monde où est tu lances très la nouvelle version. excité. Ouais. Vous lancez une nouvelle version chaque année, j'ai vu Oui. ça. Ok. Comment tu arrives à gérer tout ça en même temps? Je veux dire, les ressources humaines. Ah, c'est une énorme équipe. Juste Odoo Experience, c'est un budget d'1 million d'euros au minimum. Et c'est une équipe qui, à un moment donné, une grosse partie de la boîte fait ça, quoi. Et dans l'événement, assez génial, c'est un espèce de gros team building parce que tous les employés participent. Donc par exemple, ça va être des employés qui vont être à la cuisine, qui vont être au bar, qui vont être à l'accueil, qui vont faire les conférences, Et du coup, c'est une fois par an, pendant 3 jours, on a tous le même objectif commun, c'est que cet événement soit un succès, quoi. D'accord. Pour donner un ordre de grandeur, cette année c'est au Bruxelles Expo, au Ezel, 4 palais, Ok. Pendant 3 jours. pendant 3 jours. De quoi? De 10h du matin jusqu'à 6h du soir ou Ça termine à 2h du matin, parce qu'on fait la fête après. On a des concerts, on a Mister Cover qui vient, on a un Odoo Band, donc même un des groupes c'est Odoo. Est-ce que vous avez quelqu'un qui filme tout ça et qui... Ouais, on a une équipe de tournage aussi. Ouais. Ok, c'est ça. Ouais, tout est live et on broadcast en permanence 9 streams vidéo en live sur YouTube. Parce qu'il y a toutes les salles de conférences sont broadcastées en live. L'année passée c'était en ligne, il y avait 60 000 inscrits. Live. Sarah, est-ce que tu as envie de rajouter autre chose? Pour moi, c'est bon, sauf si Non, terrible. ça roule. Merci Sarah. Ciao. Si tu étais ministre de l'Éducation, tu ferais quoi? J'imposerais l'informatique au même niveau que l'anglais et les maths. À partir Pas de quel tellement âge? parce qu'on a besoin de développeurs, mais parce que ça crée une logique de réflexion cartésienne qui est hyper importante à l'entreprise. Simplement, si tu prends les 10 plus grandes entreprises au monde, il y a quelques années, c'était ExxonMobil, etc. Aujourd'hui, dans les 10 plus grandes, 7 ont été fondées par des développeurs. Donc c'est juste une révolution. Et ces mecs, ils ne développent plus. Ce pas des développeurs, c'est juste que ça développe des fonctions de réflexion, de développement cartésien, c'est super utile. Et puis pour les enfants, c'est top, quoi. Imagine, tu peux aller en termes de créativité. Je veux dire, par rapport à du dessin, c'est génial, tu peux déjà aller super loin. Là, tu peux encore aller plus loin, tu peux faire des jeux, des trucs comme ça, quoi. Et tous ces programmes-là visent les jeunes à partir de 15 ans ou plus tôt? Moi, je pense qu'il faut plus tôt, bien sûr. Avec des trucs comme Scratch, tu peux former les gens à partir des enfants, même avant qu'ils sachent écrire. À 7 ans, 6 ans, tu peux. Comment? Ils ont en drag and drop avec des blocs, tu mets des blocs, avancer à gauche avec des petites flèches. Il n'y a même pas de texte. Scratch Junior sur tablette. Ok. Ça marche pour les très jeunes. Et après, tu as Scratch, qui est un truc du MIT, pour les enfants un peu plus grands. Et puis, tu vas vite dans du Python ou de... Ok. Je ne connaissais pas. Scratch ça s'appelle. Scratch, c'est super cool. C'est marrant parce qu'on touche le sujet des enfants. Tu sais qu'on a déplacé un rendez-vous ici avec toi. On était censé te filmer il y a 2 ou 3 semaines. J'ai dû le déplacer, tu sais pourquoi? Non. Parce que je suis devenu papa en fait. Ah 2 jours juste avant, je suis devenu papa et donc j'étais Dans sur 3 ans, Scratch Junior. Dans 4 ans, Exactement. Scratch Junior. Et donc je pense que c'est un peu spécial dans le sens où j'ai envie de dédier cette vidéo-là, cette interview-là à la naissance de mon fils qui s'appelle Lévi. Donc c'est pour toi fiston. Le jour où tu vas regarder ça, c'est pour toi cette interview-là. Top. Et il est clair, malgré le fait que j'étais super impatient de venir ici à l'interview il y a 2 semaines. Sur la balance, il y avait la naissance de mon fils, donc j'ai choisi ça. Y a pas photo. Mais je suis ultra content que tu ne vas pas replanifier un rendez-vous dans 6 mois, mais tu l'as fait genre 2 ou 3 semaines plus tard. Ouais. Et je suis très content de voir que tu vois de la valeur dans ce que moi je fais. Et j'étais très ravi de faire ta connaissance. Et hors caméra, tu vas me partager des informations super cruciales pour moi. En tout cas, tu vas impacter minimum moi et les cadres qui sont là en train de t'écouter parce que c'est très inspirant. Et je suis sûr que c'est une vidéo qui va cartonner et qui va inspirer plein de gens à pouvoir être plus fort et être plus malin et utiliser Odoo.
Ouais, j'espère. Et comme le dit la tradition, on termine toujours les interviews d'entrepreneurs vivre par un TikTok. Ok. Pour montrer le côté humain et montrer aussi que les entrepreneurs peuvent s'amuser aussi. Ouais. On est go pour un TikTok? Oui. On va essayer. Merci en tout cas, Fabien. Top. Merci à toi.